bonjour, chers amis sartois, ravi de vous retrouver en ce lundi 26 mai pour Au Quotidien, avec comme invité dans l'info ce soir Bertrand Devaux. Il est médecin, mais il est aussi président du Conseil de l'Ordre des médecins de la Sarthe, qu'il représente ce soir. Il représente la parole de ces soignants qui s'opposent en l'état à la loi Falorni qui crée une aide à mourir. Il nous explique pourquoi. Et puis, dans Au Quotidien la suite, une série exceptionnelle sur les 40 ans du Mans FC, anciennement le MUC 72. Des reportages avec des témoignages d'acteurs qui ont fait l'histoire de ce club cher au cœur des amateurs de foot en Sarthe. Ce lundi, on commence par l'histoire de la création du club, la naissance du MUC en 75. Mais tout de suite, place à l'actu. Bienvenue dans le journal de ce lundi 26 mai, avec au sommaire de cette édition les agriculteurs qui se préparent à une soirée de manifestation au Mans. Le bilan de l'expérimentation d'une semaine sans voiture devant l'école de Séranfoul-Tourte. Et puis retour sur le week-end de portes ouvertes à la SPA d'Ivry-l'Évêque où la question des abandons d'animaux reste un sujet de préoccupation. Mais on ouvre ce journal avec la colère des agriculteurs. Un convoi de tracteurs est prévu dans le centre-ville du Mans ce lundi soir. Les syndicats JA et FDSEA appellent l'ensemble de la profession à se rassembler à partir de 20 h devant la préfecture. Partout en France, une partie de la profession manifeste pour mettre la pression sur les députés qui examinent actuellement la loi Duplon. Une loi censée lever un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les agriculteurs. Elle prévoit notamment la réintroduction d'un pesticide, l'acétamipride et l'assouplissement de plusieurs obligations environnementales. Mais les débats sont considérablement ralentis par l'opposition de gauche, écologiste et insoumis, qui a déposé plus de 2300 amendements. La FDSEA réclame l'adoption de la loi avant l'été. Denis Pinault est président de la FDSEA de la Sarthe. Nous, on veut que tout soit fait avant l'été, en fait. Je crois qu'il y a un moment, ça fait 1 an et demi que les discussions sont en cours. On a supporté une dissolution, on a supporté un gouvernement qui a été censuré. Voilà, je crois qu'il y a un moment, il faut siffler la fin de la partie. Le mois de juin serait une date idéale pour avancer dans cette loi et que le gouvernement puisse la mettre en œuvre pour qu'on puisse après travailler sereinement sur nos exploitations et pouvoir se projeter pour les 10-15 ans à venir. Et notre invité ce soir représente également une profession dont une partie des praticiens sont inquiets. Bertrand Devaux, merci d'être avec nous. Je le disais en titre, vous êtes médecin à Ciel-Guillaume, on peut le dire, médecin généraliste. Et vous êtes président surtout du Conseil de l'Ordre des médecins de la Sarthe. Vous représentez donc ces soignants qui sont inquiets de devoir pratiquer l'aide à mourir sur des patients alors que cela va à l'encontre du serment que vous avez prêté. C'est ça la réalité? Bonsoir Laure Girard, merci de m'inviter. Oui, effectivement, ça va à l'encontre du serment, ça va à l'encontre de notre code de déontologie, ça va à l'encontre donc également du code de santé publique, puisque notre code de déontologie, nous sommes une profession ordonnée, c'est-à-dire que nous sommes ordonnés à la loi qui est inscrite et nous avons prêté serment d'Hippocrate, sur un code de déontologie qui est rappelé dans la loi. Et si la loi change, elle change effectivement le sens de ce serment, le sens de notre métier. Vous faites partie des signataires, des soignants, signataires d'une tribune, on en a parlé la semaine dernière, contre le projet de loi sur la fin de vie qui doit être voté ce mardi 27 mai à l'Assemblée nationale. Concrètement, qu'est-ce qui vous inquiète? Alors, ce qui nous inquiète, d'une part, c'est que depuis de nombreuses années, les soins palliatifs n'ont pas les moyens de répondre véritablement aux problématiques. Et donc, on part d'un déficit de moyens sur les soins palliatifs et on en conclut qu'il faut changer la loi et la destination. En fait, avant toute chose, il faudrait pouvoir vraiment prendre en compte tout ce que les lois précédentes de bioéthique 2005 et 2016, Leonetti et Claeys-Leonetti, ont apporté. Et on n'apprend pas ça en 1 an ou 2 ans. Une fois que la loi est changée, il faut aussi qu'une génération passe et qu'elle prenne conscience de tout ce que lui permet
d'adapter dans ses soins la loi. Et ça, pour l'instant, la profession répond à... Il y a une enquête qui avait été faite par le Conseil national de l'ordre des médecins. 97% des médecins pensent qu'ils ne connaissent pas bien la loi Claeys-Leonetti. C'est-à-dire que ils la connaissent, ils connaissent le texte, mais entre un texte et véritablement ce qu'on peut faire de ce texte et comment on l'adapte dans notre pratique au quotidien, comment on forme les jeunes à savoir le faire, eh ben, ça prend le temps d'une génération. Très concrètement, aujourd'hui, la sédation profonde pour aider quelqu'un à s'endormir et à partir existe. Tout à fait. Elle est pratiquée par les soignants aujourd'hui. Tout à fait. Maintenant, pour la pratiquer, il faut un contexte. Voilà. Il faut un contexte. On ne fait pas ça seul dans son coin. Et c'est ça qui coûte de l'argent aussi. Hein. Il faut à un moment donné parler de ce qui est la réalité. Il y a des besoins et des moyens qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre. En soins palliatifs. En soins palliatifs. Alors, soins palliatifs à domicile ou dans un hôpital, peu importe. Mais ce sont des équipes pluriprofessionnelles. Il y a 20 départements en France qui n'ont aucune unité de soins palliatifs aujourd'hui. Dont la Sarthe. Dont la Sarthe. Maintenant, l'unité de soins palliatifs ne fait pas tout. Hein. L'accompagnement à domicile est très important, mais l'unité de soins palliatifs, elle donne le là dans un département donné. Elle permet de coordonner aussi autour. Alors, il y a les hospitalisations à domicile, il y a le réseau de soins palliatifs qui existe en Sarthe, mais effectivement, il manque l'unité de soins palliatifs. Elle a existé, hein, c'est par manque de moyens. Pour vous, ce manque de moyens peut induire un risque réel de dérive, tout simplement de choisir la facilité, je mets énormément de guillemets quand je dis ça, d'euthanasier des patients. Et il faut parler de tout ça avec beaucoup de douceur, je pense, évidemment, parce qu'il ne faut pas être trop tranchant. Oui, il y a un risque. Il y a un risque de dérive. Il y a un risque de dérive parce finalement, on coûte cher dans la fin de notre vie quand on a une maladie chronique. Les soins sont lourds. Il y a beaucoup de personnel autour des mourants. Et ça, effectivement, ça a un coût. Et comme je vous disais, les moyens ne sont pas totalement alloués. Il en faudrait plus. Et on sent que ce coût-là, effectivement, pour une société, ça représente quelque chose. Mais c'est notre devoir d'humanité. Aujourd'hui, vous demandez une clause de conscience, que cette loi facilite la clause de conscience. J'ai du mal à comprendre parce qu'elle est déjà prévue dans cette loi, la clause de conscience des médecins qui ne souhaiteraient pas pratiquer cet acte. La question de la clause de conscience, c'est la question de son inviolabilité. C'est-à-dire que... C'est ce que vous demandez, l'inviolabilité. On demande plus. Hein. Oui. L'Ordre des médecins demande clairement que si la loi vient à changer, l'Ordre des médecins entend faire valoir qu'il sera défavorable à la participation du médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie ou à un suicide assisté. Le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort, ce qui est inscrit, comme je vous l'ai dit, dans l'article 38 du Code de déontologie. Aujourd'hui, la loi prévoit que si vous faites valoir une clause de conscience professionnelle, vous devez renvoyer à une personne ou un confrère. Et ça, finalement, ça ne fonctionne pas dans ce que vous dites. Ça ne fonctionne pas. Et puis, la clause de conscience, on peut revenir dessus. Ouais. C'est-à-dire que dans 10 ans, on dit oui, il y avait une clause de conscience, mais elle n'est plus valable. On va la remettre en cause par une nouvelle loi. Donc, si la loi devait être changée, déjà, d'une part, on demande avant la clause de conscience donc que ce ne soit pas un médecin. Voilà. Et si jamais, effectivement, la loi nous contraignait, eh bien, il ne faudrait pas qu'elle contraigne individuellement chaque médecin. Et ça, c'est une clause de conscience qu'il faut marquer dans une forme d'inviolabilité, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas revenir dessus et que ce soit écrit. Que ce soit écrit. Dans d'autres pays, pour finir, où ces dispositifs existent déjà, on pense à la Suisse, au Canada, à l'Espagne aujourd'hui, comment ça fonctionne? Est-ce que ce sont des soignants qui pratiquent? Il y a des tas de dispositifs. Ouais. Il y a des dispositifs où effectivement ce sont les soignants. Il y a des dispositifs où ce sont les pompes funèbres, les services de pompes funèbres, mais ça amène à une forme de marchandisation, d'une forme de mort souhaitée. Voilà. Et dans les pays où ce sont les soignants, il y a effectivement des soignants qui sont en forte difficulté parce qu'au départ, on vient dire dans la loi, on va exclure les mineurs, on va exclure les personnes qui ne sont pas en capacité de donner leur consentement. Au final, on s'aperçoit qu'en Belgique, ils se sont trouvés totalement dépassés. Sous le sceau de l'égalité, il a fallu ouvrir à tout le monde. Et effectivement, aujourd'hui, un dépressif, qu'est-ce qu'il va demander? Effectivement, s'il demande un suicide assisté, on peut se poser la question. Et en Belgique, ils ont répondu à cette question aujourd'hui.
En tout cas, ce projet de loi sur la fin de vie doit être voté ce mardi 27 mai à l'Assemblée nationale. On comprend que les débats sont encore en cours. Merci Bertrand Deveau, président du Conseil de l'Ordre des médecins de la Sarthe, d'être venu nous exposer ce point de vue qu'on a peu entendu. Alors merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Un rassemblement contre les projets d'énergie renouvelable devant la préfecture samedi 24 mai. Une trentaine d'opposants aux projets éoliens et solaires à l'appel des associations Vent de Sarthe et Vendée-Mer se sont mobilisés. Place Aristide Briand, vous les voyez. Ces maires et élus locaux demandent à être plus impliqués dans les décisions d'implantation de projets éoliens et ou solaires sur leur territoire. Comme en témoigne le maire de Courcival, Michel Couder. On l'écoute au micro d'Alexandre Ferrer. Généralement, les projets éoliens, ils sont implantés, ils arrivent, et les maires, ils découvrent qu'il y a un projet éolien sur leur commune. Normalement, on devrait donner la parole aux maires. C'est l'objectif de Vendée-Mer, ça avait été ça au début, la création. Donc voilà, c'est pour puisqu'on nous demande notre avis sur plein de choses. Par contre, sur ces choses-là, on n'est jamais consulté. Autre sujet, nous vous en parlions sur notre plateau avec Madame la maire, le maire de Céran-Foultourte. Il est temps de faire le bilan de cette semaine expérimentale sans voiture devant les écoles de la commune. Aux heures de sortie d'école, le quartier se piétonise pour assurer la sécurité des enfants et encourager les mobilités douces. Une semaine d'expérimentation donc qui ne fait pas l'unanimité auprès notamment des parents d'élèves. Le reportage d'Elisa Cribier et d'Anaïs Frémont. Il est 16h. Cette route située à proximité des écoles de Céran-Foultourte est barrée. Cette semaine, les voitures ne circulent plus dans ce quartier de 8h à 9h et de 16h à 17h. Une expérience pour assurer la sécurité des 600 élèves. Ça se garait un peu n'importe comment dans les rues aux abords des écoles. Et donc les gens traversaient un peu n'importe où. Donc c'était quand même un point noir au niveau du quartier. Si les rues sont fermées, 2 parkings sont à disposition aux abords des 3 écoles. Pendant un an, les parents d'élèves et les enseignants ont travaillé avec la mairie pour permettre cette semaine expérimentale. Ça a permis de se dire que les voitures, c'est pas nécessaire pour aller forcément déposer les enfants à l'école. Et je pense que c'est une super bonne expérience. Cette semaine, c'est aussi celle du défi mobilité des Pays de la Loire. En classe, les élèves ont travaillé sur les mobilités douces, l'occasion pour eux de sensibiliser leurs parents et de venir à l'école à pied ou à vélo. On a un peu triché, on a fait un peu de vélo, un peu à pied et de la voiture. Et on a triché un matin, on les a mis au périscolaire pour être sûr d'être à l'heure au travail. Un bon prétexte aussi pour faire un peu plus d'activités sportives. Tous les matins, ce vélo-bus électrique a déposé 8 enfants à l'école. Pour certains parents d'élèves, ce système fonctionne au beau jour, mais pas pendant l'hiver. Je trouve que c'est sympa pour une semaine l'été. Après, je ne me verrai pas avec ça toute l'année. Je ne suis pas pour que la route elle soit fermée à l'année. Je sais que c'est le projet, mais je trouve ça plus pratique de se garer devant l'école. Pour le moment, cette semaine était un test, mais l'expérience pourrait se renouveler. On va faire passer un sondage aux familles et aux enfants la semaine prochaine ou la semaine d'après pour voir déjà leur ressenti par rapport à cette initiative. Si certains parents restent sceptiques, les enfants, eux, ont l'air d'avoir adopté les mobilités douces dans leur routine. Autre sujet de société, les abandons d'animaux de compagnie qui sont toujours aussi nombreux. En 2024, près de 45 000 animaux ont été abandonnés en France. Un phénomène que la Société protectrice des animaux tente d'endiguer en favorisant les adoptions. Parmi les abandons, il y a le cas des animaux errants. Faute de place en refuge, la SPA ne peut pas les prendre directement en charge. Lors du week-end des portes ouvertes, ces 24 et 25 mai, nous avons pu assister en quelque sorte à un cas d'école au refuge d'Ivry-l'Évêque. Alexandre Ferrer. Souvent le cas chez les chatons. Ce chat, baptisé Pot-de-bol, vient d'être recueilli par la SPA. Un cas très exceptionnel car il s'agit d'un animal errant. Un couple désemparé est venu s'en débarrasser dans ce refuge. On l'a trouvé, le pauvre, dans la rue, parce qu'on a eu déjà un chat qui crasait sur la route. Donc on disait, on va produire le même problème, on a ramassé. Mais on a demandé aux voisins à côté un peu, personne ne connaît. Et puis après, j'ai ramené ici, le collègue de SPA me dit, c'est pas leur travail. Les lois imposées, il faut aller demander gendarme ou le mairie. Cette loi stipule que tout animal en état de divagation se trouve sous la responsabilité du maire. Ce service, il n'appartient pas à la SPA. Ce service, il appartient aux collectivités, aux mairies qui se doivent d'avoir une fourrière par le code rural, que ce soit pour les chiens
ou pour les chats. Si nous, comme c'est le cas aujourd'hui, notre refuge est complet, on ne peut pas accueillir d'animaux trouvés errants. Imaginez, là, c'est que Ivry-l'Évêque. S'il fallait qu'on récupère tous les animaux trouvés errants de la Sarthe, on ne pourrait pas les accueillir, on n'a pas la structure, on n'aurait pas les structures nécessaires. Mauvaise orientation, méconnaissance de cette loi. Plusieurs cas de ce type sont recensés par le refuge sartois. Chaque commune doit disposer d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde de chiens et chats errants. Quand un animal est trouvé errant, des propriétaires légaux ont 10 jours pour se manifester et récupérer cet animal. Dans la grande majorité des cas, dans les fourrières, les animaux sont récupérés. Le petit nombre qui n'est pas récupéré par les propriétaires, justement, ils arrivent dans nos refuges pour que nous, on les mette à l'adoption. Exceptionnellement, ce chaton abandonné va trouver une place libérée par l'un de ses congénères tout juste adopté. À ce jour, le refuge sartois compte 80 chiens et une cinquantaine de chats en attente d'adoption. On ouvre une page sport, c'est lundi, vous le savez. D'abord, à quelques jours des 24 heures du Mans, je vous rappelle que le pesage commence le vendredi 6 juin. La ville du Mans a signé un acte de jumelage avec la ville américaine d'Indianapolis, autre haut lieu de la course automobile mondiale avec les 500 miles, évidemment, vous connaissez. Le maire de la ville américaine, Joe Hochstedt, et Sophie Moisy, adjointe au maire du Mans en charge du rayonnement de la ville, ont signé vendredi ce lien symbolique sportif, mais aussi financier, puisque les deux villes s'engagent à faciliter les investissements des entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Et puis un exploit en Sarthe, 1012 km en 24 jours, c'est la prouesse sportive réalisée par le Sartois Christophe Chartier qui a bouclé officiellement son défi sportif et solidaire devant la mairie du Mans ce dimanche 25 mai. Un défi réalisé pour l'association qui lutte pour la reconnaissance du handicap invisible, SIM 72. Un mot à destination des représentants d'associations sportives en Sarthe. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder. Le comité départemental olympique et sportif de la Sarthe organise les rencontres départementales des acteurs du sport. Lundi 2 juin à partir de 18h. Ça se passe salle du conseil municipal, forum des Quinconces au Mans. Vous voyez le QR code en bas à gauche. Allez-y avec votre téléphone. N'hésitez pas si vous êtes membre actif d'une association sportive et que vous voulez vous inscrire. Vous avez jusqu'au mercredi 28 mai au soir pour le faire. Il y a également un numéro de téléphone 02 52 19 21 10. Une soirée de table ronde autour de l'innovation au service du renouveau des clubs et notamment de la diversification des financements dans une période de coupe budgétaire. Un moment soutenu par la préfecture, le département, la métropole et surtout les acteurs des clubs qui œuvrent concrètement au quotidien. Nous en reparlerons d'ailleurs dans une des prochaines éditions de notre journal. Allez, vous le savez peut-être si vous avez vu le journal vendredi dernier, toute cette semaine, nous rendons hommage au Mans FC, alias MUC 72, il y a quelques années, qui fête ses 40 ans le 12 juin. On vous propose de revivre ces 40 ans d'histoire dans des reportages au long cours sur LMTV chaque soir dans Au Quotidien, à la place de notre invité dans Au Quotidien la suite. On regarde un petit extrait. Le foot à sa place au Mans. J'espère que cette équipe redonnera de l'espoir dans les années futures. Archives, émotions, témoignages, un format long à retrouver dans Au Quotidien la suite. Mais la surprise, c'est que ce lundi soir à 19h dans 72 Sports, Antoine Besson vous propose aussi un format long de 13 minutes sur la montée historique du MUC 72 en Ligue 1. C'était en 2003. Voilà, une page de pub, la météo, vous le voyez, le journal est terminé. On se retrouve tout de suite dans Au Quotidien la suite. Bonjour
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et un bon début de semaine en notre compagnie. Alors malheureusement pour votre soirée, encore de nombreux nuages sur l'ensemble de notre département. Des températures qui elles resteront plutôt douces sous cette couverture nuageuse avec encore 13 degrés du côté de Sille-Guillaume, 14 degrés à Mamers, Laval ou encore au Mans, 15 degrés pour la Ferté-Bernard, à se partager avec Vendôme, Montval-sur-Loire ou encore pour la Flèche, 16 degrés du côté de Tours. Pour la journée de mardi, même programme météo avec toujours cette couverture nuageuse qui restera bien marquée sur l'ensemble du territoire. Les températures, elles, toujours douces également, entre 9 et 11 degrés. Ça sera plutôt bien homogène avec 9 degrés à Montval-sur-Loire, 10 degrés pour Laval, à Sille-Guillaume ou encore au Mans. Même chose du côté de Sablé-sur-Sarthe, 11 degrés du côté de Saint-Calais, Vendôme ou encore du côté de Blois ainsi que pour Angers. Alors pour la suite de votre journée, malheureusement, ce sera sensiblement le même programme météo avec toujours cette grisaille qui devrait persister. On va avoir beaucoup de mal à apercevoir le soleil. Les températures, elles resteront encore une fois au-dessus des normales de saison avec toujours ce thermomètre qui restera plutôt estival dans l'ensemble avec 22 degrés du côté d'Alençon ou encore du côté de Mamers et pour Laval, 23 degrés au Mans. Même chose pour Sablé-sur-Sarthe et 24 degrés à Vendôme ou encore du côté de Blois. Pour la journée de mercredi, bonne nouvelle. Alors encore des nuages au petit matin. Ça devrait se découvrir dans l'après-midi avec un tout petit peu plus d'éclaircies. Température entre 20 et 21 degrés. Pour la journée de jeudi, vous voyez un ciel un petit peu plus lumineux. Oui, progressivement, le soleil va finir par s'installer et les températures, elles, entre 20 et 24 degrés. En ce mardi 27 mai, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Bienvenue dans Au quotidien la suite en ce lundi 26 mai avec, pour commencer, la qualité de l'air. Un flux océanique s'installe sur la région ce lundi et pour les jours à venir, il permet une dispersion efficace des particules et des oxydes d'azote. Le voile nuageux limite la production locale d'ozone qui se maintient mardi à un niveau, vous le voyez, moyen. Voilà, l'air n'est pas mauvais. Concernant les pollens, les graminées sont toujours présents de manière élevée sur l'ensemble de la région Pays de la Loire. Allez, vous l'avez entendu tout à l'heure, pas d'invité ce lundi, mais une semaine exceptionnelle consacrée aux 40 ans du club de foot du Mans. Le MUC 72, rebaptisé le Mans FC, souffle ses 40 bougies le 12 juin prochain. LMTV Sarthe suit depuis des années le club local dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors nous vous proposons une semaine de reportage avec d'anciens joueurs, des entraîneurs, des supporters du club. Des épisodes marquants de l'histoire des Sang et Or. Aujourd'hui, on vous présente la fusion entre l'USM et le SOM qui a donné naissance, vous le savez, au Mans Union Club 72 en 1985. Colin Ancel. Le foot a sa place au Mans. J'espère que cette équipe redonnera de l'espoir dans les années futures. Retour en 1975, 10 ans avant la création du MUC 72, le stade olympique du Maine, le SOM, soutenu par les mutuelles du Mans, défie la grande équipe des Verts de Saint-Étienne, finaliste de la Coupe d'Europe un an plus tard. Le club manceau progresse jusqu'en 3e division nationale. Un jour, sur ce stade de la Californie, je jouais avec mon équipe et à la fin du match, le président est venu me voir. Il m'a dit « Tu es un ancien de l'USM, tu es maintenant aujourd'hui un joueur du SOM. Voilà, tu dois bien te douter que tu commences à entendre des choses. Dis-moi ce que tu penserais d'une fusion. » Je lui ai dit, mais c'est un enjeu majeur pour le football sartois. S'il n'y a pas fusion, vous allez continuer à regarder des USM Mamers, des SOM Mamers, des SOM USM, donc des choses qui, sur le plan d'Hermie, présentent de l'intérêt, mais sur l'évolution du football, qui n'en présente aucun, quoi. Parce que de l'autre côté de la ville, l'Union sportive du Mans, l'USM, oscille entre les 3e et 4e divisions. On était en rivalité avec le SOM, nous descendions et le SOM commençait à pointer son nez et en fin de compte jusqu'à un moment donné où on s'est croisés. Le SOM est monté
D3 et nous on est descendu en D4. L'esprit du maire Robert Jarry et de Roland Grandier, c'était de dire plutôt que de se faire une grosse concurrence sur le plan local, il était préférable de réunir les forces et d'essayer un jour d'avoir un club professionnel au Mans. À un moment donné, Roland Grandier, le président de l'époque, nous a dit « Attention les gars, on est en Ligue 3, en 3e division, mais les mutuelles ont commencé à nous dire qu'il n'y aurait pas d'accompagnement pour aller au-dessus. » Je dirais que le Somme avait certes attiré profit parce qu'en fait, c'était l'évolution du football en Sarthe qu'il fallait voir, mais j'y voyais plus aussi du côté USM une forme de survie. Alors c'est dans la presse locale, dans le Maine Libre, que l'idée d'un nouveau nom émerge. Le choix se porte sur le MUC 72, le Mans Union Club, avec une volonté, la collaboration. Au Somme, la fusion est largement adoptée, à l'USM beaucoup moins. Que ce soit le Somme ou l'USM, on avait peur de se faire un peu bouffer par l'autre club. Bon, surtout que nous à l'USM, on était sur une pente descendante. Le Somme, par contre, était en D3, faisait des bonnes saisons en D3. Et donc, on avait peur, nous, à l'USM, de se faire un peu bouffer par les mutuelles, par des budgets plus importants et tout ça. Ça n'a pas été le cas. Et les bonnes relations, surtout entre joueurs, ont fait que ça s'est super bien passé, quoi. Les joueurs et les éducateurs, d'ailleurs. Le MUC 72 est officiellement créé le 12 juin 1985, avec une répartition équitable des entraîneurs. Somme et USM collaborent. Et je pense que oui, plutôt que cette guerre de clochers, comme on disait, c'était préférable justement de rassembler toutes les forces vives sur le Mans et sur la Sarthe et de la Sarthe pour justement essayer de réussir d'avoir un bon club professionnel dans le département. Je pense qu'au départ, les supporters ont sans doute eu un peu de mal. Chacun est resté un petit peu avec toujours le Somme et l'USM pendant... ça a duré un petit moment quand même. Au niveau des joueurs... Non, on était sur le terrain pour gagner les matchs. Pour moi, mon inquiétude sur la fusion, elle n'était pas ni du domaine du terrain, ni du domaine technique. J'ai toujours dit qu'on a un fil conducteur, c'est le football. Et si ce fil conducteur est respecté, les hommes suivront. Un an après, on avait l'impression que ça faisait 50 ans qu'on vivait ensemble. Le club est prêt à grandir. L'étape de l'intégration, de faire en sorte que les hommes puissent travailler ensemble, c'est Bernard de Ferrez. Très convivial, animateur, tout. Il a été le facilitateur de la fusion. Arrivé à un moment donné, nos dirigeants ont eu cette intelligence de dire bon, maintenant que les hommes, on peut se rendre compte que les hommes sont faits pour travailler ensemble, on va leur donner maintenant une nouvelle impulsion. L'arrivée de Christian Gourcuff a été, je dirais, une planche de salut pour le football au Mans. Il a inculqué une culture de jeu que moi j'ai complètement découvert. Assez vite, qui a imposé sa patte avec un jeu fantastique. Moi je suis fan de Christian. Les gens ont pris du plaisir en venant au stade et ça s'est fait rapidement. Le Mans avait connu la 2e division avec l'USM d'ailleurs. Et oui, le Mans méritait et mérite encore bien sûr d'avoir une équipe au moins en 2e division. C'était le but recherché et voilà, ils l'ont atteint avec Christian. Le Mans évolue entre la 2e et la 3e division avant de se stabiliser en D2 dans les années 90 et de commencer à viser plus haut, vers la Ligue 1 par exemple. Une série réalisée par Colin Ancel et vous retrouverez le prochain épisode, le numéro 2, mardi 18h45 dans Au quotidien la suite. Tout de suite, c'est 72 Sports, présenté et préparé par Antoine Besson avec le coach du MSB ce soir, Guillaume Vizade, à 2 jours des playoffs contre Monaco en terre monégasque. Et puis, je vous l'annonçais dans le journal, un long format de 13 minutes sur la montée en Ligue 1 du Mans FC. C'était en 2003. De quoi revenir sur ses souvenirs et célébrer encore les 40 ans des 100 et or. Voilà, c'est la fin de cette édition du lundi 26 mai. On se retrouve en replay toutes les 2 heures et en direct mardi 18h30. D'ici là, passez de très bons moments sur notre chaîne. Salut!